Allez, c'est parti. Bonjour à tous et encore merci d'être avec nous ce matin de novembre pour ce parcours digital. On va donc parler numérique ce matin pendant 2 heures et on vous remercie d'être avec nous. Cette matinée vous est présentée avec le soutien de la métropole de Lyon pour qui votre orientation est importante. Et, euh, et pour nous aussi, donc on vous propose cette deuxième édition. On l'avait fait en présentiel l'an dernier. Cette année, confinement oblige, on le fait en live, hein, on s'est adapté. On verra, on parlera beaucoup d'agilité ce matin et d'adaptation. C'est le cas pour nous. Juste un petit tour pour présenter mes collègues qui sont au-dessus et au-dessous de moi, pour moi. Je vous laisse vous présenter. Un petit coucou. Jessica, je t'en prie. Allez, bon, je commence. Donc, Jessica, je travaille aussi pour Digital League et notamment sur la partie orientation et accompagnement au recrutement. Donc Maud, moi aussi je travaille pour Digital League et je m'occupe d'animer le bassin de Lyon et d'aider les entreprises et les écoles à travailler ensemble. Et petite particularité, moi je sors d'une école d'ingénieur informatique, donc même les filles peuvent le faire. Et Xavier. Xavier, donc moi, Xavier, ingénieur en informatique, la même que Maud en passant. Donc il y a aussi des garçons qui peuvent y aller. Je suis à mon compte et je fais du conseil en gestion de projet, direction technique et direction produit pour différentes sociétés, ça depuis 1 an. Et je vous raconterai tout à l'heure qu'est-ce qui m'a amené jusque-là et comment j'ai fait pour faire ça aujourd'hui à 36 ans, si je ne me trompe pas. Parfait. Merci beaucoup. Et moi, Pierre, donc je fais je fais le même métier que Jessica. Je suis responsable de projet pour Digital League, qui est ce réseau d'entreprises du numérique. On les aide dans leur croissance pour aller mieux, pour mieux vendre, pour mieux se développer. Et on vous parlera de tout ça peut-être plus tard. On va rentrer dans le vif du sujet avec le déroulé. Comment va se passer cette matinée? On va vous faire une petite introduction pour comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle de numérique. Ensuite, vous allez créer votre propre jeu vidéo. Bon, le début d'un jeu vidéo, hein, faut pas non plus déconner. Ensuite, Xavier nous fera un retour de son live métier, ou plutôt ses live métiers, parce que Xavier a plusieurs métiers dans un seul, et il vous expliquera tout ça mieux que moi. Ensuite, on va avoir une conférence sur l'orientation sur les métiers du numérique. C'est bientôt, hein, vous êtes en troisième pour la plupart, ou ceux qui sont en quatrième, c'est aussi des premiers choix à faire dès la seconde. Donc, cette conférence vous sera présentée par l'association Moi dans 10 ans. Et enfin, on fera une petite conclusion qui va bien. N'ayez pas de crainte, en tout cas, cette matinée pourra être revue en replay. Donc, si on va trop vite sur des choses, sachez que vous pourrez revoir et en profiter ou envoyer à un copain ou une copine qui n'a pas pu y assister. Un petit mot, Voilà. Pierre, sur la façon d'interagir avec nous, le fait de pouvoir écrire dans le chat et poser des questions, peut-être. Tu peux expliquer ça? Ouais. Merci Xavier. Vous pouvez interagir bien sûr à tout moment sur l'onglet Converser que vous avez en bas de votre écran. Si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à utiliser le QR pour ces questions et on passera la parole aux différents intervenants pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, on compte sur votre interactivité là-dessus. Et puis, on va se lancer tout de suite avec une vidéo. De quoi parle-t-on quand on parle de numérique? On lance la vidéo et on revient dans 2 minutes. À tout de suite. Aujourd'hui, le secteur du numérique emploie plus de 600 000 personnes en France. Les fonctions exercées sont multiples. Tous les secteurs d'activité sont désormais concernés par le développement des métiers du numérique. Automobile, tourisme, santé, luxe, environnement, finance. Au-delà du profil de développeur très convoité par les entreprises, il existe de plus en plus de postes avec une forte dimension relationnelle et de travail en équipe. Attention aux idées reçues concernant ces métiers.
Voici les quelques représentations qui empêchent nombre de personnes de s'orienter dans ces filières. Premièrement, pas besoin d'être un crack en maths et en physique pour travailler dans le secteur du numérique. La culture scientifique est souvent nécessaire pour travailler dans ce secteur, mais cette culture peut se développer à n'importe quel âge. Sans compter que ces métiers s'appuient sur d'autres qualités, savoir s'exprimer, écrire, parler au moins une langue étrangère ou être capable de gérer un projet. Deuxièmement, école d'ingénieurs et filières d'excellence. Ce ne sont pas les seules voies d'accès au métier du numérique. Nul besoin d'être ingénieur en informatique pour participer au développement d'une start-up ou travailler dans une organisation qui s'appuie sur des compétences numériques. De nombreuses formations, courtes ou longues, professionnelles ou universitaires, permettent de travailler ensuite dans le secteur numérique. Troisièmement, le numérique, c'est un secteur où les femmes aussi peuvent exceller. Dans de trop nombreux esprits masculins, parler technologie avec des femmes soulève la crainte d'être mal compris. Et c'est infondé. Évidemment, d'après le Syntec numérique, les femmes ne représentent que 28% des salariés dans ces métiers, alors qu'elles constituent 48% de la population active. Ce chiffre moyen masque des disparités énormes entre métiers techniques où elles ne sont que quelques pourcents des effectifs et les métiers de la communication numérique où elles constituent la majorité de la force de travail. Peu visibles, elles ne sont pas encore un modèle de référence pour les étudiantes qui s'orientent aujourd'hui. Mais la situation évolue rapidement et c'est tant mieux. Quatrièmement, travailler dans le secteur numérique, ce n'est pas se retrouver seul face à une machine. En effet, dans ce secteur d'activité, il faut avoir aussi le sens du relationnel. Par exemple, l'ingénieur logiciel est en contact régulier avec des chefs de projet, des clients, des fournisseurs, son équipe de développement, sans compter que de nombreuses organisations du numérique privilégient des équipes polyvalentes, choisissent des méthodes dites agiles pour permettre à chacun de trouver sa place dans l'organisation. Quelles que soient vos compétences, l'important est d'évaluer vos capacités à travailler dans le secteur et à trouver la bonne voie de formation. Bon, merci donc du coup, vous avez reçu un petit panel d'informations. Juste avant de vous poser cette autre question, j'aurais envie de voir si vous êtes participatif, en tout cas si vous souhaitez participer ce matin, et si vous pouvez nous écrire dans Converser. Qu'est-ce que vous avez retenu? S'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, quel aura été cet enseignement? Donc, on attend vos réponses dans le chat et en même temps, parce que vous savez faire deux choses en même temps, on va vous poser une autre question qui est celle que vous voyez tous là. À votre avis, combien y a-t-il de métiers de métiers différents dans le numérique? On vous laisse répondre au sondage. Allez, ne soyez pas timide, on y va. 50% des gens ont répondu déjà. On attend, on attend. Hop. Et je partage. Super, bah, du coup, je reprends la main. Alors, vous êtes quand même 45% à penser qu'il y en a à peu près 350. Et ben, vous êtes un petit peu en dessous parce que sur le dernier recensement de l'INSEE, on a plutôt identifié plus de 800 intitulés de postes différents dans le secteur du numérique. Donc, c'est assez énorme. Et l'objectif de cette matinée, ça va pas être de vous présenter en détail tous ces 800 métiers, mais on voulait quand même vous montrer la richesse et l'étendue qu'offrent les métiers du numérique. En fait, il y en a énormément, il y en a pour tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme, comme vous avez pu le voir un petit peu avant dans la vidéo. Et voilà. Et l'objectif de la matinée, c'est de vous donner envie de travailler dans ce secteur. Et donc, je vais vous présenter. Hop. Voilà, j'espère que ça s'affiche chez vous. Ouais, c'est voilà, donc sur ce petit schéma, en fait, on a voulu montrer que à chaque trait de personnalité pouvait correspondre un métier du numérique. Donc, on a pris 3 exemples différents. Par exemple, vous êtes quelqu'un de créatif. Dites-vous que vous avez toujours eu beaucoup d'imagination, que vous avez la fibre artistique. Eh bien, sachez que être créatif et par exemple avoir le sens de l'esthétisme, eh bien, ce sont des facultés très recherchées dans certains métiers du numérique, comme le métier de directeur ou directrice artistique ou de graphiste.
Et en fait, dans ces métiers-là, eh ben, vous pourrez vraiment exprimer et exercer toute votre créativité. Donc, voilà, il y a vraiment un métier en fonction de chacun de vos traits de personnalité et ça peut être vraiment très intéressant d'aller creuser dans ces métiers-là. Si par exemple, vous êtes plutôt, vous aimez la précision, vous aimez les chiffres, vous aimez concevoir, analyser l'information, et ben là, du coup, ça correspond plutôt au métier dit un peu plus technique. Vous pouvez devenir développeuse, vous pouvez devenir data scientist. Et là non plus, je ne vais pas détailler chaque métier, mais je voulais prendre l'exemple quand même du data scientist, parce que c'est un métier que je trouve assez fascinant, parce qu'en fait, c'est la personne qui va être responsable de la gestion et de l'analyse des données. Donc, en fait, il va récupérer et traiter des millions de données. Et l'idée, ça va être, grâce à son analyse, de transformer ces données en heures pour une entreprise. Donc, c'est plutôt vendeur. Après, voilà, il faut aimer les statistiques, c'est un métier quand même technique, mais voilà, hyper intéressant et qui est vraiment en train d'exploser. Et puis, si plutôt chez vous, c'est la fibre commerciale qui ressort, que vous aimez convaincre, voilà, vous êtes très fort pour convaincre vos parents, notamment à cette période de l'année, là. Vous savez bien faire passer les bons messages pour être content le 25 décembre. Là, on vous dit plutôt de vous orienter vers les métiers type community manager ou traffic manager, parce que, par exemple, c'est des métiers où il va falloir comprendre le comportement de vos cibles ou des clients de votre entreprise. Et là, il faut les comprendre pour les faire acheter ou pour qu'ils se mettent à apprécier la marque, l'entreprise pour laquelle vous allez travailler plus tard. Donc vraiment, chacun de vos traits de personnalité peut trouver écho dans un métier du numérique. Et là, donc j'ai commencé à évoquer un petit peu les compétences, mais on voulait que vous réfléchissiez un petit peu avec vos parents, que vous retourniez vers eux, pour justement réfléchir à ce qu'est une compétence selon vous. Donc, je voulais juste quelques secondes. Vous pouvez aussi participer dans le conversé. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous en avez? La réponse est oui. Et du coup, moi, je vais vous donner le petit retour. En fait, une compétence, c'est vraiment un trio gagnant. En fait, c'est un savoir. Donc, le savoir, c'est la connaissance. C'est l'ensemble des connaissances que vous avez acquises, soit à l'école, soit dans vos lectures, voilà, soit de l'expérience aussi. Là, vous allez faire un premier stage d'orientation et de découverte en troisième. Ça va enrichir vos savoirs. Il y a le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la mise en application du savoir que vous avez appris. Donc, par exemple, le savoir, ça va être je connais le langage Python ou Scratch. Et le savoir-faire, ça va être je sais coder un jeu vidéo grâce au langage que j'ai appris. Et puis, on a aussi toute la partie très importante des savoir-être. Donc là, c'est les attitudes. Donc, par exemple, votre capacité d'adaptation, votre sens de l'organisation, votre capacité à travailler avec des copains sur un dossier à l'école, le travail en équipe. Et donc, c'est vraiment ce trio-là qu'il faut mettre en avant parce qu'on en a tous, comme Pierre vous l'a dit. Et surtout, c'est très important de connaître ces points forts pour pouvoir après les mettre en avant et puis continuer à les développer. Et là, on va vous poser une petite question sur les compétences. Donc, à votre avis, quelle est aujourd'hui la durée de vie d'une compétence? Sachant qu'il y a quelques années, on va dire qu'une durée de vie d'une compétence était autour de 20 ans. Et aujourd'hui? Un petit peu répondre. Et aujourd'hui, quelle est la durée de vie d'une compétence? 1 an, 5 ans, 10 ans ou toujours 20 ans? Ça répond, ça répond. Hop. Alors là, voilà, je pense que vous devez voir les résultats. Et en fait, donc vous êtes 52% à penser que la durée de vie d'une compétence est passée à 10 ans. Et en fait, vous êtes largement au-dessus parce qu'on estime que la durée de vie d'une compétence est aujourd'hui de 18 mois à 1 an. Donc, effectivement, ça change aussi le monde du travail, ça change plein de choses.
Et voilà, les métiers se renouvellent, tout change. Et on sait qu'il y a 85% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore. Mais ça ne doit pas être anxiogène. Ça doit plutôt faire écho un petit peu à ce qu'on a dit avant sur une compétence et notamment sur les savoir-être. Parce que au-delà d'un diplôme, d'un cahier de notes, voilà, aujourd'hui et à l'avenir, en fait, les métiers vont vous demander une grosse capacité d'adaptation. Et les compétences du 21e siècle, finalement, maintenant, ça va plutôt être votre capacité d'apprendre à apprendre, votre curiosité, la pensée critique. On va plus s'attarder, les recruteurs ne s'attardent plus uniquement sur votre diplôme ou voilà, vos moyennes, tout ça. C'est vraiment votre savoir-être qui va avoir en fait une résonance très importante. Et du coup, si vous êtes capable de montrer que bah voilà, vous savez apprendre, vous savez chercher l'info au bon endroit, et ben ça, ce sera vraiment votre valeur, une grosse valeur ajoutée. Jessica, ça veut quand même pas dire que tout le cours d'histoire, de maths et de géographie qu'ils vont apprendre aujourd'hui n'aura plus de sens dans un an. Alors, on va pas leur dire ça maintenant, hein. Non, c'est sûr. Il y a toujours des savoirs qui vont, par contre, voilà, perdurer. Mais si on se met vraiment sur les métiers du numérique, en fait, tout ça, ça va vous servir. Ça fait partie de la culture générale. Voilà, ça va vous permettre d'évoluer et voilà, de discuter aussi avec les autres. Mais il va falloir développer aussi vos compétences type savoir-être. C'est surtout ça, en fait, qu'on voulait mettre en avant. Mais il faut bien suivre dans vos cours, hein. Il ne faut pas prendre le contre-pied de notre information. Parfait. Du coup, le numérique, vous le savez, hein, je vais pas vous l'apprendre. Le numérique, il est partout. On le retrouve dans tous les secteurs d'activité. Mais le numérique, c'est aussi un secteur d'activité à part entière. Donc, dans ce secteur d'activité, on va retrouver les entreprises qui font des logiciels, les logiciels que vous utilisez, notamment sur vos ordinateurs, qui font les applications que vous utilisez sur vos smartphones, qui font les sites Internet. Je vous en donne que 3 exemples. Et puis, il y a le numérique ou les métiers du numérique qu'on retrouve dans tous les secteurs d'activité. Vous les avez là, les secteurs dont on parle. Mais par exemple, en tout cas, la technologie, elle réinvente notre société en investissant progressivement dans tous les domaines de notre vie quotidienne. Et dans la santé, aujourd'hui, pour prendre rendez-vous avec votre médecin, vous allez sur Doctolib. Donc ça, c'est une plateforme numérique. Dans l'automobile, quand vous allumez votre voiture, celle de vos parents, hein, puisque vous n'avez pas le droit de conduire encore, c'est un ordinateur de bord qui contrôle la pression des pneus, la musique, le GPS, la caméra de recul. À la maison, pareil. Vous rentrez, peut-être que vous avez de la domotique chez vous, peut-être que vous avez une enceinte connectée ou la télé à la demande. Tout ça, c'est du numérique qui est intégré finalement dans votre quotidien. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que en fait, vous pouvez exercer un métier du numérique dans le secteur qui vous passionne ou qui vous intéresse le plus. Ça veut dire que si vous aimez la mode et que c'est quelque chose qui vous passionne, eh ben, vous pourrez travailler dans ce secteur d'activité via le métier numérique que vous aurez choisi. Pareil pour l'industrie, avec l'automobile, si c'est quelque chose ou autre chose. L'hôtellerie, la santé, tous les secteurs d'activité en fait ont besoin de candidats et de jeunes comme vous quand vous serez sur le marché de l'emploi pour les accompagner dans ces métiers et dans ces secteurs d'activité. On le voit aussi avec la situation sanitaire qu'on connaît tous. Les métiers du numérique, pour le coup, là, si je reviens sur le secteur d'activité du numérique, c'est un des secteurs d'activité qui s'en sort le mieux parce que plus flexible, parce que le télétravail est très facile à mettre en place. Et du coup, on a pris conscience un petit peu, en tout cas la société a pris conscience que ce secteur est un secteur d'avenir parce qu'on pourra vraiment profiter finalement du numérique
dans le futur. En plus de ça, sachez que vous êtes dans dans la première région, après Paris, ou la première région numérique de France, après Paris. Maud, tu voulais Oui, je voulais rajouter petite expérience de vie, vu ce qu'on a vu en mars avec le premier confinement. On peut dire que le numérique, ça a permis aussi une petite révolution parce qu'en fait, le monde entier est passé en transformation numérique. C'est-à-dire que le numérique a été un atout pour vivre cette première période particulière, la deuxième maintenant aussi. Mais grâce aux technologies du numérique, justement, on peut ce matin faire parcours digital ensemble, même si c'est beaucoup plus sympa quand on se voit et que vous pouvez toucher un petit peu de technologie, les robots comme l'année dernière, ce genre de choses. Mais en tout cas, grâce au numérique, on est capable de faire des choses comme ça. Donc, le numérique a vraiment un impact sur tous les métiers, sur tous les secteurs d'activité maintenant. C'est ça qui est important. Ouais, c'est vrai. Merci Maud. Et il nous permet de faire plein de choses et d'être agile. On parlait d'agilité, mais c'est de savoir s'adapter. Jessica nous parlait des compétences juste avant. Ça en est une en fait. Comment on s'adapte? Ok, on peut plus faire parcours digital en présentiel. Bon, va falloir faire quelque chose en ligne. Et voilà. Et nous voilà aujourd'hui, ce matin, avec vous. Et par contre, alors là, ça permet de rebondir sur la suite. Effectivement, avec le numérique, on peut un peu tout faire, mais ça a quand même quelques conséquences. Et on parle beaucoup avec le numérique de pollution dormante, parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas forcément compte. Mais votre utilisation des outils du numérique a quand même un impact. On voulait juste vous donner quelques chiffres pour vous faire prendre un petit peu conscience et puis vous montrer les petites bonnes pratiques à avoir. Et par exemple, si donc vous devez commencer un petit peu à envoyer des emails, vos parents derrière vous surtout. Et si on se dit qu'en moyenne, on envoie 20 emails par jour, et sur une année, ça représente l'équivalent de 1000 km parcourus en voiture. Donc, en fait, c'est pas neutre. Ça a quand même un impact parce que tous les outils qu'on utilise, derrière, il y a une consommation énergétique et ça a une empreinte quand même assez forte, notamment sur les gaz à effet de serre, sur la pollution. Et on a tendance un petit peu à l'oublier, mais voilà, il y a des petites pratiques assez simples à mettre en place. Par exemple, effacer vos anciens emails, supprimer les anciens emails, faire attention à plutôt, si vous pouvez vous connecter, accéder à Internet en filaire avec une connexion type ADSL ou fibre plutôt que la Wi-Fi. Parce que si on prend aussi la 4G, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Éteignez la box la nuit. Il y a des gestes assez simples. Et ce qui pollue le plus, presque, c'est quand même le streaming vidéo, que ce soit sur TikTok, Netflix. Ça représente quand même 85% du trafic annuel mondial. Et du coup, en regardant un film en streaming pendant 1h30, c'est comme si vous laissiez votre four allumé à pleine puissance et à plus forte température pendant un temps équivalent. Donc, ça a quand même une empreinte sur la planète. Et si vous êtes intéressé à avoir ces petits tips, ces petites clés pour vous aider, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat conversé et on vous l'enverra à la suite sur le mail de remerciement. C'est ça. Et dernier point, parce que c'était important aussi de le souligner, ça a aussi, comme dans la vraie vie, un impact au niveau sécurité, au niveau aussi harcèlement, parce qu'on parle beaucoup du harcèlement scolaire, mais le cyberharcèlement a aussi un impact très, très important. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le cyberharcèlement ? Ça peut être toutes les moqueries qui se passent en classe et qui se poursuivent sur les téléphones, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Que ce soit des insultes, des commentaires malveillants, des photos ou des vidéos prises à l'insu d'un élève et qui le mettent plutôt dans une mauvaise posture, ça, c'est du cyberharcèlement. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, qu'il existe notamment ce numéro vert, donc Net Écoute, à retenir, donc le 0800 200 000. Et c'est hyper important parce qu'en fait, dans le cyberharcèlement, il y a la victime qui souffre et qui souvent se sent seule et s'isole.
il y a le harceleur, mais il y a aussi tous les autres qui vont, ils pensaient pas forcément mal faire, voilà, mais ils ont continué à commenter ou à partager une photo, une vidéo. Et ben ça fait partie du cyberharcèlement. Donc en fait, quand vous êtes témoin de ça, il faut pas laisser la victime toute seule. Et ce numéro-là, vous pouvez appeler même si vous êtes témoin et pour justement dénoncer tout ça. Parce que c'est important qu'on agisse tous et qu'on ne laisse pas faire des choses comme ça. Voilà. Et sachez que vous n'êtes jamais seul face à ça. Vous pouvez en parler aussi bien dans le collège qu'à vos parents. Il y a toujours des personnes qui seront là à votre écoute. Voilà. C'était juste pour terminer aussi là-dessus. Parfait, merci beaucoup Jess. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Alors, je vais vous prendre encore un petit 3-4 minutes pour vous expliquer un petit peu les règles du jeu de cet atelier où vous allez créer votre propre jeu vidéo. C'est maintenant que ça commence, mais juste avant, je vais partager mon écran et voilà, ça arrive. Et vous montrer un petit peu où c'est que vous allez atterrir quand on va vous envoyer le lien juste après. Vous allez atterrir sur cette page-là. Et je voulais vous montrer un petit peu, vous donner les clés qui faciliteront un petit peu le parcours qu'on vous propose avec notre partenaire Tralalaire. En gros, je voulais vous montrer là où moi, j'ai un peu galéré et pour éviter de vous faire galérer à vous pour faciliter tout ça. Donc, je vais passer rapidement. L'idée, c'est pas que je passe chaque étape avec vous. C'est juste, je suis là, je réponds là, je valide en bas à droite ici. Ça va aller assez vite. Ici, je lis la vidéo. Vous la regarderez, elle est super importante pour la suite du jeu. Moi, je passe les étapes ici, là. Ce que je voulais vous montrer, c'était, ici, on a une autre vidéo explicative que je passe moi. Hein. Vous les regarderez. Et puis, là, on suit étape par étape ce qu'on nous demande. Donc là, on a un petit bonhomme qui fait du breakdance et ensuite, donc, cliquez sur stop. Je clique sur stop. Cliquez sur personnage. OK, jusqu'ici, tout va bien. Ici, on me demande de mettre ce bloc-là à la poubelle, ce que je fais. Bravo, merci. Ensuite, personnage. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que là, on nous demande de faire défiler par le bas et on ne peut pas. On ne peut pas faire défiler. Du coup, si vous suivez ma souris, ici, on vient mettre play pour que ça soit l'animation qui fasse défiler vers le bas. Et pareil ici, où on remet play pour montrer que c'est le bloc saute qu'on vient mettre ici pour faire défiler, pour avancer et du coup, le petit bonhomme, il peut avancer. OK, parfait. On passe au suivant. Et puis ici, juste une petite chose, vous avez votre menu ici que vous pouvez ranger pour l'avoir en plein écran si vous voulez. Donc, vous allez passer chacune des étapes. Si vous êtes bloqué à une étape, parce que la vidéo ne se lance pas ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer la prochaine étape en faisant cette flèche-là en bas à droite. Je vais vous montrer, une fois que vous aurez fini toutes ces étapes, une petite chose sur le jeu. Vous allez arriver ici. Là, ici, dans le numéro 3, vous pourrez retrouver finalement la vidéo qui va reprendre toutes les étapes. Donc, vous ne serez pas perdu. Et puis, nous, pour manipuler, pour vraiment faire notre jeu vidéo, on va aller dans l'étape 4. Et ça va se lancer. Ici, vous avez des consignes qui vont vous aider. Donc, si elle vous gêne, vous déplacez ça. Si elle vous gêne encore plus, vous le supprimez et vous pourrez les retrouver ici pour vous accompagner. Juste une petite chose, si je mets jouer ici, bien sûr, pour jouer, on utilise les flèches du clavier. Vous voyez, hop, on utilise les flèches du clavier et on a gagné. Donc là, on se rend compte que le jeu, il est relativement, chiant, puisque je suis tout seul, c'est une course, et le bonhomme de neige, il n'arrive pas. Donc, petit à petit, on va essayer de faire en sorte de rendre plus intéressant finalement ce jeu et le complexifier pour que ça soit intéressant et qu'on soit content de gagner en fait.
qu'on soit content de gagner contre ce petit monstre vert et qu'on soit content de gagner dans cette ambiance-là. Ici, peut-être, si je fais un clic et que je code celui-là, en gros, l'idée, ça va être de faire jouer votre créativité. Lui, il dit 1, 2, 3, partez quand on part. Peut-être que là, on peut mettre vous êtes nuls, là, les personnages qui jouent là. Hop. Si je mets ça et que je mets jouer au début, vous voyez, lui, il a écrit vous êtes nuls. Et puis, on lui dit ben, merci, mais c'est pas très sympa de nous dire ça. Voilà, un petit peu l'idée, c'est, vous l'avez compris, ça va être de rendre ce jeu super intéressant. On pourra jouer sur la gravité, on pourra jouer sur plein de choses, mais ça, vous allez le découvrir petit à petit. J'arrête mon partage et eh bien, je vais vous laisser, jouer et faire votre propre jeu vidéo. Un petit complément, Pierre, peut-être. Là, vous allez donc faire vous-même les choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses que vous n'allez pas réussir à faire. Ça fait partie du challenge, en fait, d'essayer, de réessayer, de trouver la bonne combinaison d'actions à saisir dans l'éditeur du jeu. Et c'est normal, donc n'abandonnez pas, ne dites pas c'est trop dur pour moi. Oui, c'est trop dur pour vous les premières secondes, et vous allez voir à quelle vitesse vous allez être capable de, au travers de la formation qui est déroulée au début, qui vous explique, donc il faut bien écouter les consignes, pour pas vous retrouver devant un éditeur avec plein de boutons, plein d'options, et de vous dire mais je comprends rien, il y a des trucs de partout, qu'est-ce que je dois faire? Donc c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage et de la découverte, et c'est ça aussi la vie d'une personne dans le numérique, elle est souvent confrontée à faire des choses qu'elle ne sait pas faire. Donc là, ça fait partie des choses, apprendre à apprendre, on en est là. Et puis nous, on sera là pour vous aider si vous êtes trop coincé également. C'est reparti. Moi, ça m'a mis en jambe un petit peu cette musique. Je sais pas vous. Au début, j'ai sursauté, et puis après ça allait. Donc voilà, on est chaud. On espère surtout que ça vous a plu et que vous avez galéré parce que comme l'a dit Xavier, ça fait aussi partie de l'apprentissage de se rendre un petit peu et d'être confronté à des blocages et d'essayer avec les enseignements, avec les consignes de débloquer tout ça et pour avancer dans votre jeu vidéo. Sachez que vous pourrez retrouver ce jeu vidéo. On vous enverra vos liens d'accès qui seront illimités pour tous ces jeux vidéo. Là, vous avez fait un jeu vidéo de course. Vous pourrez faire plein de différents types de jeux qui peuvent être des jeux d'aventure, des espèces d'escape game. Vous connaissez bien ça. Nous, on aimerait savoir, pour conclure un petit peu cet atelier, comment vous avez aimé cet atelier. En gros, est-ce que vous avez kiffé cet atelier? Avec 3 réponses pour vous, moi, bof, grave ou de ouf. Voilà, on aimerait savoir ça. Donc, vous votez. Ça, c'est cool parce que nous, ça nous fait des retours pour savoir si c'était chouette. Et puis sachez donc que vous aurez les accès pour aller beaucoup plus loin et pour partager avec vos amis votre jeu vidéo. Donc ça sera pas mal. Encore quelques votes peut-être. Et puis, ça stagne un petit peu, donc je vais arrêter. Et puis, je vais partager. Plutôt mitigé. Vous êtes 37% à dire moins, d'autres quand même pas mal, grave. Et puis un petit pourcentage sur de ouf. Ça nous permet de faire la transition directe avec Xavier Barry qui va nous parler de son métier, ou devrais-je dire… Ah, pardon, c'est Maud qui va faire la transition d'ailleurs
avec Xavier. Non, mais tu étais lancé, je te laissais faire. Donc oui, on va passer sur le live métier avec notre invité de ce matin qui est Xavier, qui œuvre dans le numérique depuis de nombreuses années. Il va nous parler de son parcours, de ses métiers, parce que comme le disait Pierre, c'est le métier, il en a plusieurs. Et en plus de ça, tu as eu plusieurs vies dans le numérique, c'est plutôt assez sympathique. On te laisse la parole, Xavier ? Ok, bah oui, avec plaisir. Donc le but, ça va être moins drôle que de faire des jeux vidéo. Cela dit, c'est de vous aider à vous projeter sur des métiers. On a dit tout à l'heure, il y en a, je sais pas si j'ai bien écouté, plus de 800, non, c'était plus que ça encore. C'est ça. Et de vous donner une idée de comment on pourrait accéder à ces métiers-là. J'ai un parcours, des parcours c'est pareil, il y en a plein, plein. Vous allez pouvoir les concevoir au fur et à mesure de votre vie. Donc je ne donne qu'un exemple. Même si j'ai peut-être un parcours qui est assez orienté ingénieur, donc c'est un peu le scénario peut-être très technique, très ingénieur, mais sachez qu'il y en a plein d'autres. Donc voilà, c'est mon retour d'expérience à moi que je vais partager avec vous sur ma formation, sur mon métier au quotidien, sur ce que j'aime, et ce qui fait que tous les matins, je suis content de me lever et d'aller bosser. Pour toutes les questions qui auront été posées et qui n'auront pas été répondues, je me suis engagé à répondre, même après la séance, aux enfants ou aux parents qui se posent des questions et qui auraient besoin de retour après cet atelier d'1 quart d'heure. Et comme vous le voyez, j'adore parler, donc du coup, j'ai déjà bouffé 10% de mon temps avec l'introduction. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le SAV de ton live métier, il sera assuré. Bon, voilà, parfait. Alors, sur ma formation, je pars d'un peu loin puisque c'est là où vous en êtes. Après le collège, je suis allé au lycée et au lycée, j'ai fait tout pour éviter l'économie. Donc, j'ai fait une seconde technologique sur un cursus général, mais où j'ai appris à mettre un peu, à découvrir l'électronique, la mécanique dans un but un peu industriel pour voir les process type ingénieur. Parce que j'étais intéressé par tout ça. Je faisais des Lego techniques, même encore en troisième. Et je commençais pas mal à bidouiller sur ordinateur. Et c'était une manière de passer plus de temps à faire de l'informatique au lycée. Donc j'ai évolué naturellement du coup dans cette voie vers une filière scientifique avec la dominante technologie industrielle qui me permettait de continuer de travailler sur ces dominantes-là. Donc j'ai abandonné à ce moment-là le choix de la biologie. Donc j'ai pas fait la filière première et terminale biologique. Donc je ne serai pas docteur, j'ai aucune chance de l'être et heureusement il y a des gens passionnants pour me sauver tous les jours quand j'ai besoin. Tout ça pour dire que quand je suis arrivé quand même en terminale S, il a fallu faire le choix. Est-ce que je vais en école d'ingénieur? Est-ce que je vais à la fac ou est-ce que je vais Et en fait, la dure réalité fait que j'ai pas pu aller en école d'ingénieur là où je voulais aller. Donc je suis allé à la fac parmi mes autres choix, tout en gardant à l'esprit cet objectif de vouloir aller vers de l'ingénierie, de devenir ingénieur, parce que j'avais cette vision que l'ingénieur, c'est celui qui va pouvoir gérer des projets, concevoir des choses, créer. On a parlé de créativité dans la première partie où on a besoin d'avoir des idées, de faire un peu le géo trouve-tout. Et faut pas oublier que dans le créatif, il n'y a pas que l'artistique, il n'y a pas que le design, le graphisme et tout ça. Être créatif, c'est aussi quand on vous donne une problématique, d'avoir une capacité à trouver une solution. Donc si on vous dit demain construisez une porte, bah oui, alors comment je peux faire? Bah oui, il faut des planches, des clous, des marteaux. Et en fait, ça c'est un travail d'ingénieur. On construit quelque chose. Donc quand je dis ingénieur, faut pas forcément penser école d'ingénieur, faut penser ingénieur, le concepteur. Et ça, vous le trouverez au travers de formations d'IUT, de BTS, de formation digitale pure. Donc c'est pas nécessaire de faire une école d'ingénieur. En tout cas, moi j'avais envie de ça. Donc j'ai continué d'avoir cet objectif avec la possibilité d'avoir des accès parallèles. J'ai dû continuer, bac plus 1, bac plus 2, et puis là, hop, j'ai dit tiens, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde parce que j'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi, qui est parti vivre en Californie, aux États-Unis. Donc j'avais cette idée de dire ça a l'air sympa quand même ce qu'il fait, l'informatique dans la Silicon Valley. Bon, et du coup je suis parti, alors pas dans la Silicon Valley, je suis parti aux États-Unis pendant 1 an pour faire mon bachelor en informatique. Et là, ça m'a permis de me rendre compte de plein de choses, de gens qui fonctionnent pas comme nous, qui n'ont pas l'école comme nous, avec une manière de travailler qui est différente. Et puis des Américains avec qui on parle en anglais, qui ont d'autres problèmes que nos problèmes de français.
Et puis aussi de se mettre dans un challenge où il faut réussir à faire des choses qu'on n'a jamais fait, prendre des transports, gérer sa vie, son appartement. Les parents, ils sont à 9 heures de décalage horaire, donc aucune chance de filer un coup de main, et à plusieurs milliers de kilomètres, donc non plus, ils vont pas venir réparer la lavabo s'il y a un souci. Et ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est pour ça que quand je parle de formation, je suis très large. Il y a ce qu'on fait en cours, et puis il y a dans quelles conditions on fait ses cours, et comment on se débrouille. Bon, bref, l'année s'est super bien passée. Je suis rentré et j'ai continué à la fac. Là, je suis en maîtrise, donc bac+4. Et puis, toujours envie d'aller en école d'ingénieur, c'est jamais trop tard. Je continue de m'arracher pour ça. Donc là, je fais une super année de maîtrise et je suis accepté en école d'ingénieur sur un cursus en accès en parallèle, comme on dit ça, accès direct. Et j'ai pu après faire mon 2 années en école d'ingénieur pour être diplômé donc de l'INSA de Lyon en ingénieur. Avec du coup une autre façon d'appréhender l'informatique, parce que mon cursus en fait il est post-bac, il est tout informatique, mais une autre manière de se dire en fait oui il y a la programmation, mais il y a aussi la compréhension du besoin, il y a aussi écouter les gens, organiser du travail en équipe, et toutes ces notions-là je les ai découvertes en école d'ingénieur, même si elles avaient été déjà abordées un petit peu à la fac. Et pour continuer sur la partie formation, en fait plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'ai appris en dehors de l'école, en fait. Comme je disais tout à l'heure, avec ce voyage d'1 an aux États-Unis, c'est aussi le sport d'équipe. J'ai fait du handball, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot. Donc ça permet de travailler le travail en équipe, la collaboration, la synchronisation avec d'autres. Et ça, c'est important quand on est au travail avec plein d'autres collègues. Et le sport individuel aussi, j'ai fait du vélo, de la course à pied, de la musculation. Et là, on est plus dans le challenge personnel d'essayer de réussir des choses. Demain, je pars, je vais faire un tour de 20 km, je vais faire un tour de 30 km, je vais essayer de le faire. C'est du dépassement de soi et ça permet de se connaître. J'ai aussi fait du taekwondo pendant 10 ans. Donc, taekwondo, c'est un sport de combat, c'est autre chose que du karaté ou autre, mais c'est pareil, c'est un sport, un art martial. Et dans ce sport-là, on apprend aussi à écouter son maître qui donne des instructions, à les respecter, à être puni quand on ne les respecte pas, à faire des pompes ou devoir réviser en tout cas tout ce qu'on doit faire. Et ça permet aussi de travailler le partage, d'enseigner aux autres. Ça fait partie aussi d'un art martial. On est dans le devoir de partager ce qu'on a appris. Ça, c'est ce que j'ai appris là. Et enfin, les 2 derniers chapitres, je trouve, de ma formation, c'est les jeux vidéo. Il faut quand même en parler. Moi, j'ai un grand frère 10 ans plus que moi et un autre grand frère. Et en fait, ils m'ont fait tomber dedans très jeune. Et au travers du jeu vidéo, j'ai découvert le goût du challenge, de vouloir faire un jeu à fond, de recommencer 100 fois, 200 fois, 1000 fois. Il y a des jeux, je ne sais pas combien de fois j'ai recommencé ma partie. Personne ne me l'a demandé, ni mes parents, ni personne. Mais moi, je m'étais fixé que je voulais les 100 étoiles dans le jeu sur 100. Et ça, c'est une compétence, on en a parlé tout à l'heure, d'être capable de faire quelque chose qu'on vous a confié à fond. Et pour moi, avoir mes cours et avoir la meilleure note à l'école, ça faisait partie aussi de ces challenges que j'ai appréciés dans les jeux vidéo. Après, il ne faut pas tomber dans les excès et jouer toute la journée, c'est pas ce que je dis, mais quand on joue, on peut être dans une dynamique de se dire je joue à jeu parce que j'ai envie de réussir, pas juste parce que je ne sais pas quoi faire et j'ai envie de passer du temps. Il y a d'autres choses à creuser là-dedans. Et mon dernier point sur ma formation, c'est l'amitié. J'ai toujours été tourné vers mes amis, à vouloir les aider. Et dans la relation d'amitié, on se rend compte qu'il y a des conflits. Un jour, on est obligé de céder. Il faut laisser le copain avoir raison sur ce sujet-là ou faire cette telle activité parce que lui, aujourd'hui, il a eu envie de le faire aujourd'hui. Et hier, c'est moi qui avais le droit de choisir l'activité du jour. Et dans le travail, c'est pareil. Il y a des jours où on fait ce qu'on veut et des jours où on fait pas ce qu'on veut. Voilà pour mon introduction sur ma formation. Et maintenant, quelle est ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Du coup, aujourd'hui, donc j'ai travaillé, ça fait 12 ans que j'ai fini l'école. J'ai travaillé dans différentes entreprises, de différentes tailles, de petites entreprises, mais aussi des grands groupes où j'ai appris plein de choses sur les organisations des équipes et tout ça, du travail. J'ai commencé en tant que j'ai fait du support informatique où j'étais là pour aider mes collègues à pouvoir faire leurs tâches du quotidien, les débugger, débloquer une situation quand quelque chose ne fonctionne pas. Et j'ai évolué comme ça jusqu'à créer une start-up, j'en reparlerai juste après.
Et au final, aujourd'hui, 12 ans plus tard, tous les jours, je fais ce que pas mal de gens font. Donc, c'est des journées assez variées, mais je peux avoir à traiter mes emails, coordonner des équipes sur des outils de collaboration. Je fais du pilotage ou de la production d'indicateurs pour des équipes commerciales où je leur dis aujourd'hui, t'en es là, t'as encore ça à faire, il va falloir aller chercher tel chiffre d'affaires, tel nombre de clients, etc. C'est des choses que je peux faire. Je fais aussi de la coordination d'équipes techniques. Donc, je travaille avec mes équipes pour comprendre ce qu'ils ont fait hier, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, sur quoi ils coincent, comment je peux les aider à débloquer pour qu'ils puissent continuer de travailler. Donc là, je parle vraiment des développeurs qui sont en train de coder les solutions. Et donc, des fois, ils rencontrent des problèmes. Je les aide là-dessus et je coordonne leur travail. Je fais la même chose avec des équipes externes, des prestataires. Donc, dans le travail, on a des fois des collègues qui sont des gens avec qui on travaille, mais il y a aussi des agences, d'autres sociétés qui travaillent aussi pour nous. Et je fais aussi l'interface avec ces gens-là. C'est moi qui suis la personne qui travaille avec eux. Je travaille pas que dans l'informatique pure. Je travaille aussi avec, donc je disais, un peu le commerce. Je travaille aussi avec le marketing, qui sont d'autres services d'une entreprise. Je travaille avec le directeur général pour travailler sur plutôt des aspects de stratégie, savoir où l'entreprise doit aller, pourquoi elle doit faire telle chose plutôt que telle chose. Et c'est des choses dont je parle avec donc le directeur. Je travaille aussi avec les opérations et la logistique pour améliorer les process du quotidien, se dire tiens, aujourd'hui les équipes ils fonctionnent de telle manière, ils ont tel fichier à remplir, ils ont telle tâche, ils téléphonent, ils font ça ou ça, et en fait on discute ensemble de quelles sont les activités que doivent faire les membres d'une entreprise tous les jours pour que ce soit intéressant et efficace pour l'entreprise. Je fais aussi de la résolution de bugs ou de problèmes. Ou de l'amélioration de l'évolution de services ou de fonctionnalités. Et ça, c'est il faut aller discuter avec les utilisateurs, comprendre leurs besoins, le noter, se mettre d'accord sur la compréhension du besoin, et puis après proposer des solutions, itérer comme ça, faire ça plusieurs fois jusqu'à après donner le cahier des charges aux développeurs pour qu'ils puissent réaliser la solution qui est demandée. Voilà, ça, c'est à peu près dans les grandes lignes ce que je fais. J'ai aussi une partie qui est purement liée à mon expertise d'ingénieur. C'est que je fais de la conception de logiciels. Et dans une conception de logiciels, en fait, on appelle ça un architecte. C'est un peu comme une maison, en fait, mais avec le parallèle d'un logiciel, c'est qu'en fait, je dois concevoir une maison. Ça veut dire des pièces à vivre. Il y a des cuisines, salons, les chambres, la salle de bain, etc. Je dois réfléchir comment mettre toutes ces pièces dans une maison pour plusieurs raisons. Déjà, choisir la taille qu'elles doivent faire, mais aussi anticiper sur l'agrandissement de cette maison. Comment faire en sorte que demain, si j'ai besoin d'un salon 3 fois plus grand, j'ai conçu ma maison de la bonne manière pour que demain, on puisse agrandir, pour que ce soit possible. Moi, je fais ça avec des logiciels. Il y a plein de choses à réfléchir sur un logiciel quand on veut le faire grandir. Et c'est important donc de le concevoir correctement. Et dans le reste de mon temps, quand je ne suis pas en train de travailler pour mes clients, je suis en train de travailler pour moi. Et donc là, je cherche des clients, je suis un peu commercial, j'échange avec différentes personnes. Je prends aussi le temps de rendre des services à des personnes gratuitement pour aider les gens, parce que c'est toujours bien d'aider les autres. Je suis sur les réseaux sociaux, donc je vais sur les LinkedIn, donc c'est l'équivalent de Facebook, Instagram, mais pour les professionnels. Et puis, quand je fais tout ça, j'essaie aussi d'apprendre des choses, parce qu'on a dit que les compétences, elles duraient 18 mois, donc il faut continuer d'apprendre des choses. Donc, récemment, j'ai regardé ce que c'était que le no-code, parce que moi, je fais du code d'ingénieur, mais il y a aussi le no-code. C'est un petit peu ce que vous avez fait avec le jeu. C'est être en mesure d'implémenter des logiciels, mais sans programmer purement avec du code. Voilà. Et puis, quand on a fini tout ça, il me reste le vendredi où je donne des cours à la fac, des cours de Python. Voilà. Tu as une question, tu as quelqu'un qui te demande, tu es un petit peu comme un architecte? Oui, c'est ça. Exactement, c'est le parallèle architecte logiciel, architecte technique. D'ailleurs, c'est le même terme qui est utilisé. On utilise le terme d'architecte logiciel. Et il faut avoir justement toutes ces anticipations et ces réflexions sur le projet qu'on doit concevoir. Donc, le but, c'est pas forcément de se faire plaisir et de faire la belle maison avec piscine et tout ce qu'il y a. C'est surtout de faire en fonction du budget et des besoins du client. Tu as Ruben qui veut que tu lui donnes des cours. Voilà, il faut avancer un peu plus loin et à la fac, il y a des cours de Python, mais je crois qu'il y en a déjà au lycée maintenant, c'est de plus en plus courant. Donc, tu trouveras des profs passionnants qui donneront des cours de Python. Qu'est-ce qui t'éclate aujourd'hui? Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce milieu, dans tous ces métiers que tu touches? Qu'est-ce qui te passionne le plus?
Alors, alors la chose qui me plaît le plus en fait dans mon quotidien, c'est que je fais tout le temps des choses que j'ai jamais fait. Donc c'est ce qu'on disait en introduction. Dans les nouveaux métiers, il faut apprendre à apprendre et il faut aussi apprendre à se débrouiller. Ça fait 12 ans que je travaille. Je crois que j'ai presque jamais fait 2 fois la même chose. Si ce n'est que comme je suis consultant à mon compte, je suis quand même dans le devoir, dans certains cas, de faire des choses pour des clients que j'ai déjà fait parce que je suis devenu expert dessus. Et sinon, le reste de mon temps, et ce que je trouve génial, c'est de toucher à plein de choses et à plein de choses différentes. On a une question de Roméo qui dit, mais en fait, tu passes pas ton temps devant des écrans. Exactement. En fait, alors déjà, il y a une règle qui dit qu'il faut essayer de pas être trop devant l'écran. Il faut décrocher de l'écran toutes les heures, voire moins, pour éviter d'avoir mal aux yeux. J'ai des lunettes parce que j'ai effectivement passé aussi trop de temps devant les écrans. Mais c'est aussi une excuse en fait pour moi, c'est que quand je peux, aussi souvent que c'est nécessaire, je me déplace. Je vais voir les gens en direct, je vais leur parler. On prend, s'il faut, un papier, un crayon, on discute, je prends des notes sur ce qu'ils ont besoin de faire et on discute. Avant tout, c'est beaucoup d'échanges en fait dans les métiers de l'informatique. Il faut vraiment pas sous-estimer ça. Il y a beaucoup trop de personnes qui partent en croyant qu'ils ont compris et puis ils codent. Et donc même les meilleurs développeurs qui ont toutes les compétences qu'on peut imaginer, s'ils n'ont pas compris ce qu'on leur a demandé, ils auront fait un super logiciel mais qui correspond pas à ce qu'on veut. Donc oui, je suis alors peut-être des fois derrière mon écran, mais au téléphone ou en visio, comme avec vous, parce que malheureusement, quand même, l'informatique, et surtout dans nos conditions actuelles, on est obligé. Mais tout à fait, c'est pas un métier Mais c'est un peu une utopie où tout le monde pense que, en fait, dans l'informatique, dès qu'on bosse dans le numérique, on est un geek chemise à carreaux, lunettes et qui passe sa vie derrière des écrans sans parler à des gens. Ce qui n'est pas du tout le cas. On a une autre question. C'était pas trop dur pour vous le premier confinement? Alors, effectivement, alors moi j'ai lancé, je me suis mis à mon compte en effet en septembre de l'année dernière, ce qui veut dire que le temps de faire la prospection, d'avoir les nouveaux clients et tout ça, j'ai en fait commencé mon activité officiellement cette année. Donc je l'ai commencé dans une période de confinement. Donc c'est vrai que pour faire du commerce, se faire connaître, démarrer des nouveaux clients, c'est pas l'actualité qui est la plus adaptée. Cela dit, comme ça fait des années quand même que je suis dans le milieu, j'ai un réseau. Alors, je ne sais pas si c'est pas forcément le but d'aujourd'hui, mais en tout cas, donner des choses aux gens, être là, être disponible, considérer les autres personnes, les autres professionnels comme des amis et les aider tout le temps, en fait, arrive un moment où les choses reviennent. Donc, j'ai eu de l'aide pour trouver mes clients. Maud fait partie des personnes qui m'ont aidé à trouver des clients. Donc, ça, c'est pour la partie prospection. Après, pour la partie travail, en fait, oui, il y a une partie où j'ai été obligé de m'adapter. Quand je disais que je parle beaucoup aux gens, oui, donc je les ai appelés. On s'est appelés, on a fait des visios et on a échangé en fait ces échanges en direct avec le papier crayon, avec des échanges à distance. Mais au final, poser des questions sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comment ça se passe, est-ce que j'ai besoin de comprendre. Donc, tu envoies des mails à lui, après tu l'appelles, ça fait ça. Ok, en fait, cet échange à distance, je peux le faire. Cet échange pas à distance, je peux le faire à distance. Ça change pas les choses. Mais comme le disait Pierre tout à l'heure, il faut s'adapter. On est agile, exactement, dans la manière de fonctionner. Il nous reste 3 minutes. Quel message tu voudrais faire passer? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat. Le message que je veux faire passer, moi, c'est soyez curieux. En fait, il y a un dicton qui dit que la curiosité est un vilain défaut. Je pense que c'est vrai quand c'est de la curiosité mal placée. Mais sinon, soyez curieux. En fait, le pourquoi qu'on pose quand on est tout petit, il faut continuer de le faire toute sa vie. Donc, demandez à toutes les personnes que vous croisez, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'appelles? C'est quoi ton métier? Et pourquoi tu fais ça tous les jours? Et en fait, qu'est-ce que tu y fais? Votre but à votre âge, en fait, c'est de découvrir tous les métiers qui peuvent exister. Il y a plein de sites pour le faire, mais il y a aussi l'occasion d'événements comme ça pour parler à des gens et poser des questions. Et restez pas à croire qu'un métier, et c'est ce qu'on appelle un stéréotype, qu'un développeur est un codeur derrière un écran, qu'un directeur ne parle jamais à ses équipes et il est perdu dans son bureau et il parle à personne. Ça, c'est des stéréotypes. Donc, soyez curieux. Allez sur Internet, faites des recherches, regardez des vidéos sur YouTube ou sur des sites de formation. Et vous verrez que petit à petit, vous trouverez ce qui vous plaît. Et si ça vous plaît, investissez-vous à fond pour aller dans cette direction. Parce qu'un travail, c'est toute sa vie, c'est notre quotidien.
Donc, il faut surtout pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Dès le début, il faut pas aller dans ce sens-là. Donc, écoutez votre cœur dans ce que vous avez envie de faire et battez-vous Hein. parce qu'il va falloir quand même se battre. Donc, je vous explique que j'ai fait finalement 6 ans après le bac pour réussir à avoir ce diplôme d'ingénieur que je voulais avoir pour être heureux aujourd'hui. Oui, c'était dur, mais je suis content de l'avoir fait. Tu as 3 questions. Alors, on a spectateur anonyme qui voudrait savoir si c'est beaucoup d'heures de travail par jour. Oui, quand même. Je vais pas mentir. Je fais entre 8 et 10 heures par jour de travail effectif. C'est-à-dire que je suis un peu j'ai une façon de fonctionner qui est un peu particulière, c'est que j'ai un chronomètre que je démarre tout le temps dès que je travaille. Ce qui veut dire que je m'autorise quand même des pauses. Ça peut être une pause à midi ou une pause à 4 heures. Dans ce cas-là, je considère que je ne travaille pas. Et je mesure ce temps-là. C'est vraiment un temps de travail, pour pas tout confondre. Donc, j'ai des journées assez intenses, mais j'ai aussi des moments où je ne travaille pas. Il y a des jours, certains mercredis, où j'ai pas pris de clients et j'ai décidé de pas travailler. Ça me permet de récupérer, d'être en forme et d'être motivé, dynamique les jours où je travaille. Et surtout, le week-end, je décidais de ne jamais travailler. C'est une règle d'or. Alors là, je fais une exception, mais c'est pas vraiment du travail, c'est du partage de passion. Mais sinon, voilà. Donc après, et enfin, quand même, pour conclure par rapport à ces heures de travail, quand c'est passionnant, finalement, les journées, on les voit pas passer. Je crois que les journées les plus longues de sa vie, c'est quand on n'a rien à faire. C'est ça. Je fais très très vite parce que je vois Pierre qui va nous couper la chic d'ici quelques minutes. Mais je ne voudrais pas laisser des questions en suspens. Est-ce que ton métier, il est mieux aux USA? Je sais pas. C'est toute une histoire de culture en fait. C'est une histoire de culture, de façon de fonctionner. On a des cultures différentes. Peut-être que pour certains d'entre vous, la culture américaine sera plus adaptée à votre façon d'être. Mais en France, on a aussi plein de belles valeurs qui sont intéressantes dans le travail. Donc l'idée, faut le tester. Donc pour moi personnellement, j'ai étudié aux États-Unis. J'ai vécu 4 ans en Belgique. Je suis revenu à Lyon parce que j'aime bien Lyon, j'aime bien notre façon de travailler, nos avantages aussi en tant que salarié. Donc, essayez, c'est la meilleure manière de le savoir. Et très très vite, et Mathias, pour ta deuxième question, Xavier te répondra par écrit sur le chat. Jeanne qui demande pourquoi tu t'es mis à ton compte, ce qui peut être pas mal aussi pour montrer les perspectives entrepreneuriales de ce métier, mais en super rapide, Xavier. Ok. En bref, pourquoi je me suis mis à mon compte? Pour pouvoir travailler dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'informatique, c'est un métier transversal très large qui s'adresse à tous les corps de métier. On parle d'informatique dans le médical, on a de l'informatique dans l'industrie, partout. Et je voulais pas être restreint à un simple secteur. Donc, en étant à mon compte, j'ai des clients en e-commerce, mais je peux avoir des clients dans d'autres domaines. Et c'est cette opportunité qui m'a motivé à me mettre à mon compte. Avant tout, c'était ça. Super. Merci, Xavier. On va redonner la parole à Pierre. Ce type d'exemple de live métier, on essaye d'en faire régulièrement et on voudrait encore remercier la métropole de Lyon qui nous laisse un petit peu toute cette liberté et présenter des profils un petit peu différents et qui soutient ce type d'initiative comme celle à laquelle vous participez ce matin. Pierre, je te redonne la parole. Merci, merci Bonne journée à Maud, tous. merci Xavier, c'était top, c'était super, c'était passionnant parce que dit par un passionné. Donc merci Xavier et on va nous enchaîner avec la suite, le dernier volet finalement de cette matinée qui va être sur l'orientation. Alors vous l'attendez tous et toutes cette conférence pour en savoir plus finalement sur comment parvenir à ces métiers du numérique. Est-ce que c'est bien rémunéré? On n'en a pas parlé avec Xavier aussi, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, et là on est tous d'accord, c'est qu'il y a du boulot. On est en manque de candidats sur les métiers du numérique, donc on n'attend plus que vous. Et j'en profite du coup pour vous présenter Gwendoline et Olivier qui travaillent pour moi dans 10 ans. Bonjour. Bonjour tout le monde. Dans 10 ans. Et du coup, qui vont nous proposer cet atelier. On a hâte. N'hésitez pas pendant leur intervention à écrire sur Converser ou sur Q&R si vous avez des questions. Et puis bon atelier orientation. À vous. Bonjour à tous. On est super content d'être avec vous ce matin
et de voir qu'il y a eu des vaillants collégiens courageux pour se connecter un samedi matin avec le soleil et la possibilité pourtant d'aller à 20 km de chez soi se balader. Donc, on est super content que ce sujet vous intéresse. Effectivement, comme l'a dit Pierre, donc je suis Gwendoline et je suis avec mon collègue Olivier. On travaille dans une association qui travaille justement sur le sujet de l'orientation et de la découverte des métiers. Donc, notamment, en fait, on aide les collégiens comme vous à trouver des stages de troisième dans les secteurs d'activité qui les intéressent pour un peu affiner leur projet d'orientation avant l'entrée au lycée. Donc, nous, on travaille sur ce sujet-là et on travaille forcément avec tous les acteurs que vous connaissez déjà, notamment tous les adultes au sein de l'éducation nationale qui travaillent avec vous au quotidien pour définir votre projet d'orientation. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer là en une petite demi-heure, c'est de partir à la découverte des métiers du numérique. Vous l'avez déjà fait assez largement avec Pierre, Maud, Jessica et notamment avec Xavier qui vous a fait découvrir son métier et qui montre comment on peut être passionné dans ce qu'on fait au quotidien dans les métiers du numérique. Nous, on va revenir un peu justement sur les différents métiers qui peuvent exister, la palette d'activités possibles dans ce secteur-là. On va aussi vous proposer des ressources pour mûrir votre projet d'orientation et on finira justement par voir comment on peut s'orienter vers ces différents métiers l'année prochaine. Qu'est-ce qui peut vous attendre sur le sujet du numérique? Donc pour ça, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier qui va justement commencer par vous présenter un peu les différents métiers qui peuvent exister dans le secteur. Bonjour tout le monde. Alors justement, je vais commencer par vous poser une question. Hop. Est-ce que vous connaissez les métiers suivants? Développeur web, game designer, ingénieur d'affaires, IT. Vous pouvez répondre au petit questionnaire. Chef de produit CRM et community manager. Et là, Pierre vient de vous envoyer un petit questionnaire. Pierre, on te laisse nous dire quand… Et j'arrêterai le… Peut-être que, Olivier, tu peux laisser le partage d'écran en permanence? Ok, je vais mettre. L'idée, c'est de savoir justement, là, on vous a déjà présenté quelques métiers, voir si vous les connaissez tous. Voilà les résultats. Super. Super. Donc, on a 86% qui connaissent game designer, 79% développeurs web. Je ne suis pas surpris. Alors, bon, histoire de vous expliquer un peu ces métiers-là, développeur web, c'est celui qui crée les sites internet. Game designer qui contribue à la conception des jeux vidéo. L'ingénieur d'affaires IT, c'est celui qui, on va dire, le vendeur, le commercial. Celui qui va vendre des ordinateurs, des sites internet, des applications. Architecte Big Data, c'est celui qui gère les serveurs, les bases de données. Chef de projet CRM. Alors, les CRM, c'est Customer Relation Management. C'est une forme de logiciel qui permet de gérer ses clients. Voilà, c'est comme un annuaire en ligne, mais c'est un logiciel en interne. Donc, le chef de produit, c'est une forme de quelqu'un qui vend, qui va installer le logiciel chez un client. Et Community Manager, c'est celui qui gère une communauté, qui va sur LinkedIn, Instagram, sur plein de sites de réseaux sociaux pour parler d'une marque, d'un produit. C'est vrai que là, ce qu'on voulait vous montrer avec ça, c'est que comme on vous le disait au tout début de la conférence, en fait, il y a 800 métiers qui existent dans le numérique et forcément, vous ne les connaissez pas tous. Je peux vous assurer qu'à mon avis, en troisième, ceux qui sont aujourd'hui chefs de produit ICRM, ce n'était pas le métier qu'ils voulaient faire depuis qu'ils étaient tout petits. Et du coup, en fait, c'est petit à petit pendant votre parcours que vous allez pouvoir affiner ce que vous voulez faire plus précisément. Là, comme l'a dit Olivier, en fait, on a des métiers qui vont être vraiment très techniques. On a des métiers qui vont être plutôt commerciaux ou plus comme le chef de produit CRM ou plutôt dans la communication comme le community manager. Donc, en fait, il y a vraiment plein de métiers différents. C'est normal de ne pas tous les connaître et d'être perdu. Ça va être affiné petit à petit. Au lycée, vous allez pouvoir creuser ça. Vous allez pouvoir creuser ça pendant vos études et même pendant votre travail. Xavier l'a bien dit, en fait, on fait plein de métiers différents pendant sa vie professionnelle. On peut être à son compte, on peut être salarié.
et vous allez les découvrir petit à petit. Ce qu'on voulait aussi vous montrer là, c'est que c'est aussi des métiers où il y a beaucoup d'anglicismes, de mots anglais qui sont utilisés, ce qui rend encore un peu plus compliqué de s'y repérer. Là, pareil, en fait, c'est du vocabulaire professionnel. Chaque métier, chaque secteur d'activité a des vocabulaires un peu spécifiques. Et en fait, quand vous allez petit à petit apprendre à les connaître, vous allez réussir à naviguer dedans, à mieux les comprendre. Donc là, on va essayer de vous présenter un peu les grandes lignes de ces différents métiers. Donc j'ajouterais même, Gwendoline, c'est que même s'il a des termes anglicismes, ne soyez pas bloqué par ça. Ouais. Avec le temps, avec l'expérience, quand vous allez travailler, l'anglais, vous allez maîtriser. Donc ne soyez pas bloqué parce que vous voyez des termes anglais. C'est de l'anglais professionnel. Les gens ne sont pas forcément toujours bilingues pour autant. Alors, parmi les grandes entreprises du numérique, vous avez plein de métiers différents. Si on devait faire des catégories, je dirais qu'il y a 4 catégories. La première, ce sont les entreprises qui développent, qui conçoivent des produits, des objets high-tech. On va dire tout ce qui est hardware, ce sont les matériels, on va dire. Donc, ils développent des smartphones. D'ailleurs, c'est le smartphone que vous avez dans votre poche. Ils développent aussi des tablettes tactiles, des ordinateurs, tout ce qui est appareil matériel. Là, par exemple, vous voyez une ingénieure électronique. Donc, elle réfléchit à la forme, au circuit électronique, les composants, et teste aussi l'appareil pour savoir si ça marche ou pas. Voilà. Deuxième type d'entreprise, ce sont les entreprises qui développent des programmes. On va dire des softwares, donc ça peut être des systèmes d'exploitation, Windows, voilà. Des logiciels, les logiciels de bureautique, les logiciels d'infographie que peut-être que vous utilisez pour faire de retouches photos. Ils développent aussi des applications, donc Instagram, TikTok, Snapchat, les applications que vous utilisez. C'est amusant d'ailleurs. Aussi, ils développent aussi des sites internet comme Twitch, YouTube. Derrière ça, quand vous utilisez ces programmes-là, vous avez quelqu'un qui développe. Là, par exemple, vous avez une jeune femme qui est développeuse web. Sur son écran, vous voyez des lignes de code. Donc voilà, ce sont des lignes avec des lettres, des slash, des chiffres. Et quand vous allez sur Internet, vous voyez une page web, vous voyez du texte, une photo, une image. Bah, derrière ça, il y a des lignes de code. Voilà. Le troisième entreprise, je dirais, ce sont les entreprises qui créent des produits multimédia, des jeux vidéo. Fortnite, Sims, GTA, des jeux comme ça que moi aussi je joue aussi. Ils développent aussi des films d'animation. Du coup, vous avez plein de métiers différents comme game designer. Vous avez des personnes qui s'occupent du son, ils sont infographistes 3D. Là, par exemple, il y a une jeune femme qui fait du dessin 3D, qui dessine un tyrannosaure, qui le fait bouger. Voilà. Et quatrième entreprise, je dirais, ce sont les réseaux télécoms. Donc, votre opérateur mobile, votre fournisseur Internet, qui s'occupe aussi de la sécurité. Internet, vous avez un métier qui est ingénieur télécom, comme ici. Voilà. Et en fait, vous avez plein de métiers différents. Ouais, pour compléter en plus là-dessus, là, Olivier, il parle en termes d'entreprise, il a présenté des métiers qui sont techniques, qui sont vraiment liés au métier du numérique. Mais comme l'a présenté Xavier, en fait, dans ces entreprises-là, vous pouvez travailler dans une entreprise du numérique, mais ne pas avoir un profil technique si vous êtes justement au service com ou au service commercial. Effectivement. Alors là, je vous ai parlé des 4 grandes familles de métiers du numérique. Ce qui nous intéresse là, on va lancer un sondage. Quel métier du numérique vous intéresse? Objet high-tech, programme, produits multimédia, réseau, télécom. Sachant que vous pouvez sélectionner plusieurs. Voilà. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de ce qui pourrait plus vous intéresser? Et moi, je pense savoir ce qu'ils vont voter. Moi, je pense que Olivier, toi-même, tu aurais voté jeux vidéo, non? Oui, produits multimédia, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est ce que je voulais faire quand j'étais collégien. Et pour prendre un exemple tout simple, Olivier et moi, on travaille dans une entreprise justement qui est du digital. On a des développeurs chez nous qui ont construit notre site internet, mais nous-mêmes, on n'est pas du tout experts du sujet, même si on travaille dans une entreprise spécialisée sur le digital. Alors, nous avons 76% qui ont répondu produits multimédia, jeux vidéo, films d'animation, et 17% programmes, site internet, applications logicielles. D'accord. On a des commentaires, Gwendoline, je crois, ou une question.
Non, pour l'instant, c'est bon, on n'en a pas, enfin, Ok. j'en vois pas. Après, ce qui est intéressant quand même aussi à noter, et quand vous réfléchirez à votre projet d'orientation, il faut bien l'avoir en tête. On dit souvent que les métiers du numérique, il y a beaucoup d'emplois. Il faut savoir que ça va aussi dépendre des métiers. Donc, c'est aussi intéressant pour vous de creuser dans quel métier plus spécifiquement il y a plus ou moins d'emplois. Parce que, par exemple, sur les métiers plus de la communication digitale, on va avoir beaucoup plus de candidatures que sur d'autres métiers plus spécifiques. Et notamment, vous le voyez là avec votre réponse, dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de gens qui souhaitent se lancer. Alors, je vous ai parlé des entreprises du numérique. Sachez que si vous travaillez dans d'autres entreprises, il y a quand même des métiers du numérique. Un exemple, si vous travaillez dans une entreprise du commerce, de la grande distribution, Carrefour Leclerc, vous avez le site internet qui permet de faire de la vente en ligne, le Drive. Donc, vous avez derrière le site internet quelqu'un qui gère ça. Après, il y a aussi des chatbots, des petits robots en bas à droite. Quand vous posez une question, le robot vous répond. Vous avez une personne qui gère ça. Aussi les réseaux sociaux pour faire la communication, pour parler des produits sur Internet. Un autre exemple, si vous travaillez dans la médecine, vous avez de l'imagerie 3D, vous avez quelqu'un qui développe le logiciel, qui fait des images, des personnes qui produisent des prothèses bioniques, des matériels électroniques, et aussi, vous avez aussi des examens médicaux à distance, donc forcément un logiciel pour que le médecin puisse communiquer avec la personne âgée ou l'enfant malade. Voilà. Et là, je pense que c'est aussi ce que vous disait Xavier tout à l'heure et qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, le numérique, il est partout aujourd'hui. Et il y a certains métiers dans le digital comme développeur qui vous permettent en fait au cours de votre carrière d'aller à la découverte de plein de secteurs d'activité, de toujours apprendre des nouvelles choses. Si vous êtes quelqu'un de curieux, c'est des métiers où vous n'allez jamais vous ennuyer en fait à ce niveau-là. Si vous avez envie de partir à la découverte, changer d'entreprise, etc. Et juste pour vous dire que peu importe où vous allez, dans tous les secteurs d'activité, banque, assurance, l'environnement, l'automobile, dans le social, dans le sport, vous avez forcément un service informatique dans l'entreprise qui s'occupe du matériel informatique, des logiciels, de la maintenance, du réseau. Donc, si vous faites des études dans le numérique, vous allez forcément trouver du boulot, quoi. Ça, c'est sûr. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a fait un peu le tour des grandes familles de métiers, comme on vous le disait, c'est vraiment pas exhaustif, hein. C'est une vision d'ensemble pour vous donner les grandes lignes. On va revenir sur les ressources qui peuvent vous aider pour mûrir votre projet. Donc, comme on l'a dit, en fait, le numérique, c'est hyper large. Vous pouvez être plutôt sur les métiers techniques, plutôt sur les métiers commerciaux. Donc, il n'y a pas une voie pour arriver au métier du numérique. Ça peut faire un peu peur, on peut se dire mon Dieu, je suis perdue en fait là-dedans, mais en même temps, en réalité, du coup, c'est hyper passionnant. On peut se tromper, on peut dévier d'une voie à l'autre, vous pouvez quand même y arriver. Ce qui est aussi important à retenir là-dedans, c'est que du coup, il y a plusieurs voies pour y arriver, mais ce n'est pas la seule chose à prendre en compte, les différentes voies. C'est aussi vous, votre ressenti personnel, votre projet personnel. Pour définir son projet d'orientation, c'est hyper important de se baser aussi sur votre propre parcours, vos compétences aujourd'hui, dans quelle matière, par exemple, vous êtes bon ou pas bon, qu'est-ce que vous aimez faire à l'école, mais aussi en dehors de l'école. Tout ça, ça permet de construire un projet qui est vraiment lié à soi et à ses propres envies et ses propres besoins. Du coup, nous, on va vous donner des ressources, mais il n'y a que vous, avec vos parents, avec votre famille et avec vos professeurs qui pouvez creuser ça parce que chaque projet est personnel et différent. Donc, ce qu'on tenait quand même à souligner, c'est qu'au-delà de ces ressources, ce qui est vraiment important, Olivier, tu peux peut-être passer à la slide suivante, c'est que il faut commencer par se renseigner et par échanger beaucoup. Xavier vous le disait aussi, le cœur de la définition de son projet d'orientation, c'est de parler avec le plus de personnes possible. Les premières personnes qui sont des ressources pour vous, c'est tous les adultes qu'il y a au sein de votre collège, de votre école, et qui vous connaissent bien,
qui sont des spécialistes justement des sujets de l'orientation et qui peuvent vous aider à définir votre projet, à savoir ce que vous voulez faire. Ça va être différentes personnes, ça va être déjà vos professeurs, notamment votre professeur principal qui travaille avec vous justement sur ce que vous allez faire aussi l'année prochaine. C'est aussi les psychologues de l'éducation nationale, donc c'est les anciens conseillers d'orientation. Et vous pouvez aussi aller dans les centres d'information et d'orientation où vous trouvez plein de ressources, que ce soit sur les métiers ou sur les filières de formation pour aller vers ces métiers-là. Ce qui est aussi hyper intéressant et important, c'est de parler beaucoup avec votre entourage. C'est hyper important de pouvoir en discuter déjà avec votre famille, avec vos parents, mais aussi avec tous vos amis. C'est en discutant un maximum qu'on va pouvoir poser plein de questions et creuser ce qu'on veut faire exactement. Et justement, là, on voulait vous poser une question, nous, c'est que là-dedans, ce qui est hyper intéressant, c'est d'essayer de voir déjà dans votre entourage, est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent dans le secteur du numérique? Et du coup, si ce n'est pas le cas, peut-être qu'en fait, vous ne le savez pas encore et que ça vaudrait le coup d'aller le demander. Donc voilà, est-ce que vous connaissez déjà des gens? Est-ce que vous avez une connaissance de ces métiers-là? On vous laisse y répondre. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens, on va en parler juste après. Mais c'est vrai que souvent, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que même si, par exemple, son père ou sa mère ne travaille pas dans un métier qui semble numérique, en réalité, comme le disait Olivier, dans la plupart des entreprises et des structures, il y a un service informatique. Donc peut-être que votre parent peut vous mettre en relation avec un de ses collègues qui pourrait vous expliquer plus le métier. Ah bah super, au final, Voilà. vous êtes beaucoup à avoir quelqu'un de votre famille qui travaille dans le numérique. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui bossent dans ce secteur-là. Donc, n'hésitez pas à les inonder de questions pour mieux comprendre ce qu'ils font. Oui, justement, on a eu un jeune sur deux qui a répondu « oui » dans ma famille. Donc, justement, après le webinaire, n'hésitez pas à aller voir vos parents, vos familles, pour poser des questions sur le métier. Si c'est votre oncle qui travaille dans le numérique, demain, vous appelez votre tonton ou cet après-midi. Voilà. Du coup, lui, il aura le plaisir de parler de son métier du numérique. Complètement. Et du coup… Alors, on a aussi d'autres ressources pour vous aider à vous orienter. Par exemple, le site internet l'ONICEP. D'ailleurs, je vais vous montrer. Quand vous êtes sur le site, vous allez vous balader. Ici, par exemple, vous avez un onglet qui permet de choisir les différents métiers, droit, justice. Et là, vous avez logistique, transport et ici, informatique, internet, télécom. Voilà, vous cliquez dessus, vous faites OK. Et ça va filtrer tous les métiers qui existent sur le site internet. Vous avez administrateur, architecte web, chef de projet informatique. Par exemple, si on va dans architecte web, là, vous avez une petite description du métier, le salaire débutant, donc 2900 brut par mois, c'est pas mal. Vous avez une photo de quelqu'un qui travaille, le métier en détail et surtout, les formations, les diplômes. Voilà. Ça peut vous donner quelques pistes. Et justement, je vois en question, on avait Mathias qui nous demandait pour les métiers du code, des sites web, combien il fallait d'années d'études. C'est des ressources, là, que le site de l'ONICEP, par exemple, qui sont hyper intéressantes pour pouvoir creuser ça. Et au final, quand vous dites métier du code, ça peut être plusieurs métiers, donc n'hésitez pas à aller creuser ça pour rechercher un peu les informations. Juste pour compléter, Ouais. je me permets d'interagir sur les années d'études. N'oubliez pas qu'il y a des formations en alternance qui vous mettent dans des conditions professionnelles très rapidement. Et donc, c'est vrai que se dire 5 ans d'études, ça peut paraître long quand on se dit que pendant 5 ans, on ne va pas travailler. Alors que si on est en alternance, en fait, on est assez tôt dans le travail et on est du coup on est moins longtemps finalement dans cette impression de faire des études longues. Donc, c'est aussi des choses à envisager qui sont très intéressantes. Complètement, Oui, effectivement. Merci Xavier. Et je pense que là-dedans aussi, ce qui est intéressant à souligner, c'est le profil de Xavier, tu as fait des longues études, mais il y a aussi des métiers dans le numérique qu'on peut atteindre en faisant des études plus courtes. Il y a des formations courtes qui se développent. Il y a certains bacs pro, des bacs technologiques qui intègrent des éléments liés au métier du numérique. On n'est pas forcément obligé de faire des longues études pour arriver dans ce secteur d'activité non plus. Oui, vous avez des bac plus 2, voire des bac plus 5 qui permettent de faire des métiers du numérique. Et comme dit Xavier, moi, je vous encourage vraiment à faire de l'alternance. Pour ma part, j'ai fait 3 années en alternance et
Et du coup, à la fois, vous êtes à l'école, à la fois en entreprise. Du coup, vous travaillez, vous créez des choses et ensuite, vous êtes rémunéré. Donc, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, vous avez d'autres ressources. Nous avons aussi développé des live métiers. On a une chaîne YouTube que nous invitons à y aller, My Future et moi dans 10 ans. On a plein de live métiers différents et vous avez des personnes qui travaillent dans le numérique, qui témoignent pendant 1 heure aussi, qui montrent ce qu'ils font et voilà. On a plein d'autres Xavier qui peuvent témoigner pour vous. Et là-dessus aussi, peut-être juste Olivier, rapidement, si ça vous intéresse, en fait, nous, on organise des live métiers chaque semaine, les jeudis et vendredis, et on a très régulièrement des professionnels du numérique qui viennent présenter leur métier, et vraiment, dans toute la diversité des métiers que ça peut représenter. Là, par exemple, je regarde notre agenda de la semaine prochaine. Jeudi prochain, c'est effectivement des logiciels informatiques dans le secteur bancaire qui vont venir présenter leur métier à 3 voix. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on peut proposer là-dessus. Et c'est vrai que là-dessus, ce qui est intéressant, et je pense que vous l'avez vu avec Xavier, échanger en direct avec des professionnels qui travaillent dans ces secteurs-là, ça permet vraiment de mieux comprendre le métier, toute sa richesse, sa diversité, et aussi de poser des questions sur l'orientation, parce que vous pouvez leur demander justement quelles études, eux, ils ont fait pour en arriver là. Après, un autre moyen aussi de mûrir son projet d'orientation qui peut être intéressant, et je pense que vous êtes beaucoup à être en plein là-dedans en ce moment, c'est de faire des immersions en entreprise. C'est la première option, comme on l'a dit, là, c'est d'aller parler à des professionnels, de leur poser des questions. Le stage de découverte, là, c'est vraiment l'idée de, pendant plusieurs jours, aller directement dans l'entreprise, voir ce que font les professionnels en direct, observer la réalité de leur métier, mieux comprendre justement s'ils sont toujours derrière un ordinateur, comme on se posait la question tout à l'heure. Donc là, c'est notamment dans le cadre de vos stages de 3e que vous pouvez essayer de trouver une entreprise qui est dans le numérique pour mieux comprendre ce qu'ils font. Et également, ce qui est intéressant peut-être à retenir, c'est que ce n'est pas limité au stage de 3e. Vous pouvez faire ce genre de stage dans des entreprises tout au long de votre scolarité. Ça s'appelle là des mini-stages. Et en fait, vous pouvez les faire pendant vos vacances scolaires. Donc, il ne faut pas hésiter à multiplier les occasions d'aller voir directement des professionnels en action. Je suis sûre qu'il y a plein d'entreprises, notamment au sein de la Digital League, qui seraient ravies de vous accueillir. Et du coup, nous, là-dessus, on a justement un site internet où vous pouvez retrouver plein d'offres de stages si ça vous intéresse. Sachant qu'aussi là-dessus, pour votre information, nous, on organise une semaine de stage virtuel sur les métiers du numérique, la semaine du 8 février, pour justement les élèves qui auraient du mal à trouver un stage cette année, parce qu'on sait qu'avec les difficultés liées au Covid-19, certains ne trouvent pas forcément de stage cette année. Donc, c'est aussi une option qui peut venir en remplacement si besoin. Du coup, maintenant, on va en venir au sujet qui vous pose peut-être question en ce moment et on va vous poser une nouvelle question. Je crois qu'il faut parler d'abord. Alors, effectivement, qu'est-ce que vous voulez faire après la 3e? Et il n'y a pas de mauvaise réponse, vous pouvez ne pas encore savoir, hein. Ça vote, ça vote, ça vote. Super. Et je me fais un sondage et un partage. Ok. Bon, on a 52% qui ont répondu bac général et 26% bac technologique. Très bien. Et 4%. Moi, j'ai une question sur la définition du bac technologique. Parce que je trouve la question un petit peu ambiguë. Pourquoi? Est-ce que bac tech, moi j'ai perdu la vision peut-être des bacs. Est-ce que c'est un bac est-ce que s'ils veulent faire de la technologie au sens de la technologie, ça peut être dans un bac général ou c'est un bac qui a une valeur qui est différente aux yeux de la formation? C'est les différentes formes de bac qui peuvent exister au lycée. On va justement présenter les différentes voies qui permettent d'intégrer des sujets numériques dans le cadre
du lycée. Ok, donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y en a peut-être qui ont mis bac technologique parce qu'ils veulent être dans la technologie et faire de la technologie, mais sauf que ça peut passer par un bac général. Effectivement, on réfléchit à ça. On faudrait reformuler la question la prochaine fois. Désolée si on en a perdu certains. Parce que effectivement, du coup, comme on vous le disait juste avant, il y a plein de voies pour aller vers les métiers du numérique. Donc, on ne va pas du tout être dans une logique de présenter de manière exhaustive les différentes voies d'orientation qui vous permettraient d'aller dans ces métiers-là. L'objectif, là, c'est de vous donner quelques billes pour vous aider dans vos recherches pour l'année prochaine. Encore une fois, c'est vraiment un projet qui doit s'adapter à votre besoin, à vous, et à votre projet à vous. Donc là-dessus, il ne faudra vraiment pas hésiter à revenir sur le sujet avec votre famille, vos professeurs, le conseiller d'orientation, etc. C'est eux les experts du sujet qui pourront vous accompagner au mieux. Donc déjà, ce qui est quand même important de retenir, c'est qu'il y aura plein de voies possibles et il n'y a pas de mauvais choix. D'accord? Donc, pas de stress. Donc, pour préciser quand même rapidement les choses, donc là, on s'est basé sur les données sorties par l'association Talents du numérique, qui a travaillé sur le sujet justement de l'orientation au niveau du bac. Ce qui est intéressant de retenir à ce niveau-là, c'est qu'en fait, dès la seconde, vous allez avoir des enseignements qui vont inclure des éléments sur l'apprentissage du numérique et des nouvelles technologies. Comme le disait Xavier, vous allez pouvoir apprendre à coder, etc. Et du coup, vous allez avoir cet enseignement sciences numériques et technologies dès la seconde, voire même des enseignements optionnels qui sont ouverts à vous. Ensuite, si on parle justement de la voie générale, que vous êtes une majorité sur laquelle vous êtes une majorité à vouloir vous orienter, là-dessus, l'association Talents du numérique, elle souligne 3 enseignements de spécialité qui sont particulièrement intéressants. Mais comme on le disait, là, c'est vraiment si vous voulez aussi peut-être aller plus vers les métiers techniques, si vous voulez aller plus vers les métiers commerciaux, peut-être que l'option sciences économiques et sociales aura plus de sens. Là, c'est vraiment en fonction de votre projet. Mais sur ces métiers numériques, ce qu'il conseille, c'est notamment les enseignements de spécialité mathématiques, sciences de l'ingénieur ou encore numérique et sciences informatiques. Sachant qu'en terminale, vous devrez vous spécialiser ensuite sur 2 de ces enseignements. Mais encore une fois, là, c'est loin la terminale pour vous. Vous aurez le temps de tester, apprendre à voir si vous aimez justement ces options-là en seconde et en première. Il faut se laisser le temps à ce moment-là. Et ensuite, pardon Pierre ? Je disais juste étape par étape. Là, ce qui nous intéresse, peut-être ce qui vous intéresse et ce qui intéresse vos parents, juste derrière, ça va être le choix finalement à faire là, peut-être en début d'année 2021 ou vers mars ou avril, Gwendoline. Ouais. Il faudra faire ce choix et du lycée et des blocs d'apprentissage. Exactement. Et justement, du coup, l'option technologique, elle peut quand même être intéressante si vous voulez vous orienter vers les métiers du numérique. Comme on disait, il y a différentes voies pour y mener. Et en fait, on a plusieurs bacs technologiques qui intègrent des enseignements liés au numérique. Alors là, ça va partir en sigle, désolé, mais c'est les noms des bacs. Vous pouvez aller ensuite creuser, notamment sur le site de l'ONICEP ou avec vos professeurs. Donc, vous avez par exemple le bac STMG qui va intégrer en première une spécialité sciences de gestion et numérique. Donc là, on est plutôt, comme on disait, sur les métiers qui vont être commerciaux, mais qui intègrent des éléments liés au numérique. Et en terminale, il y a une option, une spécialité management, sciences de gestion et numérique. Vous avez aussi le bac STI2D, donc sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, où il y a une option qui intègre également des éléments liés aux innovations technologiques, par exemple. Et enfin, on a également des bacs pro qui sont intéressants pour aller vers ces métiers-là. Notamment, à voir si vous en avez qui sont à proximité de chez vous, mais le bac professionnel système numérique a 3 options particulièrement intéressantes. Vous avez une option sur la sûreté et la sécurité des infrastructures, qui est quand même un sujet qui est extrêmement important dans le numérique, cette question de la sécurité des systèmes informatiques. Vous avez une option aussi sur l'audiovisuel et les réseaux et équipements domestiques. Et enfin, une option sur les réseaux informatiques et systèmes communicants. Et en fait… Pardon, excuse-moi Gwendoline, je voulais ajouter, ça fait beaucoup d'informations sur l'orientation. Rassurez-vous,
On vous envoie tout ça ensuite avec un email de remerciement. Vous aurez tous les liens vers l'ONICEP, pour comprendre un petit peu mieux quels sont ces différents programmes. Gwendoline et Olivier nous proposent de vous envoyer en tout cas ces liens-là. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas tout noté ou retenu, Oui. vous l'aurez. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, on a fait un peu le tour de ce portrait un peu large de la découverte des métiers du numérique et de comment on peut y arriver. Je pense que les messages quand même qui sont importants à retenir là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une voie type pour y arriver. On peut y arriver avec différents niveaux d'études et il y a une diversité en fait de métiers et de possibles qui fait qu'il ne faut pas non plus avoir trop peur et se mettre trop la pression là tout de suite dès la troisième sur si je ne fais pas le bon choix l'année prochaine, c'est la catastrophe. C'est ça, c'est des choix et donc comme tout choix, il y a des conséquences, mais elles ne sont pas irrémédiables. En tout cas, c'est pas fini si j'ai fait le mauvais choix. Il y aura toujours possibilité de raccrocher les wagons. Et puis, comme le disait Xavier, moi, je pense que vraiment, c'est le message le plus important, c'est échanger au maximum avec le plus de personnes possible au sein du collège, avec des professionnels, dans des temps comme celui de ce matin. C'est vraiment le mieux pour affiner votre projet. Avec votre prof principal, avec le prof ou la prof de techno. C'est aussi des gens qui sont plus acculturés à ces métiers du numérique. Si vos parents, vos oncles, tantes, cousins travaillent là-dedans, c'est attiser un petit peu cette curiosité. Effectivement, comme le disait Xavier, il faut que vous ayez conscience qu'il y a plein de métiers et que pour faire un choix, il faut en connaître un petit peu ou avoir des notions un petit peu du plus possible, quoi, pour se dire, pour pas se retrouver dans 15 ans et de se dire, pourquoi je ne connaissais pas ce métier il y a 15 ans. Et du coup, ouais, c'est ça. Et juste, je vois une remarque de Paul dans les questions qui dit qu'il a un robot chez lui. Effectivement, c'est un point qu'on n'a pas abordé. Je pense que dans les métiers du numérique, la pratique que vous pouvez faire chez vous est hyper importante. On a quand même beaucoup de professionnels qui sont un peu des autodidactes, qui ont commencé à se former par eux-mêmes, qui ont fait aussi ce qu'on appelle des MOOC. Je ne sais pas si vous connaissez, donc M-O-O-C. Donc, c'est des cours en ligne qui suivent des vidéos YouTube aussi pour se former depuis chez eux. Ça ne fait pas tout, hein, mais ça peut être aussi intéressant si dès cette année, vous êtes curieux et vous avez envie d'aller apprendre Python, par exemple. Et il existe plein de ressources et on vous donnera aussi des liens dans l'email de remerciement pour apprendre par vous-même, pour attiser votre curiosité et pouvoir aller creuser un petit peu ces différents aspects. Donc, on vous envoie ça, on vous le promet, on le fera en début de semaine prochaine, ou en tout cas semaine prochaine, sans s'engager trop. Donc, comptez sur nous là-dessus. Merci beaucoup Gwendoline et Olivier pour cet atelier orientation. Et puis encore une fois, merci à tous d'avoir participé à cette matinée. Merci au Grand Lyon de l'avoir rendu possible. Et nous, on sera ravis de vous retrouver, on l'espère, en présentiel l'année prochaine, en 2021, une année peut-être un peu plus normale que 2020, on l'espère. Merci encore Xavier, merci Maude, merci Jessica. Et peut-être un mot de la fin. Allez, j'en accorde 3 pour nos intervenants. Est-ce que vous avez 3 mots de la fin? Pour ceux qui en ont, hein. Je ne veux pas forcer quelqu'un. Moi, je dirais, soyez curieux, soyez passionnés, et je m'arrête là, parce que j'ai utilisé 2 fois soyez. Moi, je dirais, soyez à jour des technologies. Ça fait plus, mais c'est accordé. Très bien. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Donc, ça, c'est tout bon. Si, et les filles, restez des filles. Et vous avez le droit de faire des métiers soi-disant d'hommes. Il y a de la place pour tout le monde et surtout pour vous. Vous avez une culture, une manière de voir les choses qui est différente aussi. Et la complémentarité de tout ça fera des super équipes.
Donc, Complètement. Et qui apporte beaucoup aux entreprises, ouais, effectivement, et les entreprises le savent. Donc, vous avez une carrière toute tracée, plus ou moins. Déjà que les recrutements sont quand même plus faciles que dans d'autres secteurs dans le numérique. Quand on est une fille, c'est quand même encore plus facile. On vous attend quand même, mesdames. Parfait, merci encore. On vous laisse éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. Et passer un bon week-end. Bon samedi, bon week-end et à très bientôt pour un prochain parcours digital. Au revoir. Bon week-end, au Au revoir. revoir. Au revoir, au merci. revoir tout le monde.